l'Atlantide ou le mystère des Minoens. À la fin du XIXe siècle, les historiens affirment que la gloire de la Grèce classique avait jailli tel un brillant soleil de la noirceur préhistorique. Il n'existe alors pas de preuve qu'une quelconque civilisation occidentale eût précédé celle des Grecs, 8 siècles avant Jésus-Christ. Arthur Evans passera toute sa vie à repousser les frontières de l'histoire. Arthur Evans est né en 1851, époque d'une révolution scientifique. Son père John est un millionnaire, pionnier en archéologie. Le travail de John Evans repousse l'aube de la civilisation humaine de plus en plus loin dans le temps. Une conception que rejette l'élite académique d'Oxford. Mais voilà que le jeune Arthur entre en scène. À 30 ans, il a déjà la réputation d'être un érudit et un aventurier plutôt extravagant. En 1882, les pérégrinations d'Evans l'amènent en prison en Bosnie pour avoir appuyé des radicaux qui s'efforçaient de renverser l'autorité autrichienne. À côté de telles escapades, la vie à Oxford l'ennuie. Il n'a qu'une envie. Partir pour une autre grande aventure. De récentes découvertes en Grèce lui donnent l'excuse dont il a besoin. La cause de l'émoi d'Evans, les incroyables découvertes d'un Allemand, Heinrich Schliemann. Schliemann avait suivi une piste vieille de près de 3000 ans, la piste du grand Homère, ce poète aveugle dont le chef-d'œuvre était le premier récit de guerre du monde occidental, l'Iliade. La chronique du sanglant assaut grec contre la ville-État de Troie pour délivrer la belle Hélène. Une mission désespérée transformée en victoire lorsque les Grecs trompèrent les Troyens en pénétrant dans leur ville, cachés dans un immense cheval de bois. En 1873, Heinrich Schliemann, l'Iliade dans une main et une pelle dans l'autre, annonce qu'il a découvert dans la Turquie actuelle les ruines de la Troie antique. L'Allemand met à jour une grande cité ancienne, enfouie sous des décombres accumulés pendant des millénaires, qui ne peut être, selon lui, que l'antique Troie. Et quand l'épouse de Schliemann se pare d'une inestimable coiffure trouvée dans les ruines, il annonce la résurrection d'Hélène de Troie. À Troie, le mythe devient réalité. Et maintenant, Arthur Evans se dirige vers la dernière et la plus spectaculaire des découvertes de Schliemann, Mycène, la cité mythique de la gloire des Grecs. Pour Homère, Mycène était la citadelle du grand roi Agamemnon, chef des Grecs pendant la guerre de Troie. Une forteresse dont les murs sombres et massifs avaient été érigés par le géant Cyclope. Là encore, les paroles d'Homère conduisent Schliemann à faire d'étonnantes découvertes. Des tombeaux d'anciens notables, des épées de l'armée d'Agamemnon, l'or de la cour royale, et selon Schliemann, le masque mortuaire en or d'Agamemnon lui-même, un puissant roi qui, selon la légende, fut assassiné par sa propre épouse. Arthur Evans est obsédé par l'énigme de Mycène. Une cité riche, puissante et très cultivée, disparue tout d'un coup et condamnée à ne survivre que dans le lyrisme d'Homère.
Une forteresse sur le sol grec, et cependant si différente de la Grèce classique. Il se pose une question. Qui vivait ici ? Evans est convaincu qu'un peuple aussi avancé et capable de construire cette grande cité ne pouvait être qu'un peuple lettré. Dans cette région, berceau de la civilisation européenne, il a dû exister des écritures pictographiques, comme celles qui survivent encore parmi les races humaines les plus primitives. Le destin d'Arthur Evans sera d'éclaircir ce mystère. À Athènes, après avoir rencontré Schliemann, Evans s'interroge. L'un des objets trouvés à Mycène le rend perplexe. C'est une bague ancienne sur laquelle est gravée l'image d'un poulpe. Pourquoi les Mycéniens, vivant au milieu des terres, auraient-ils utilisé l'emblème d'un poulpe? Evans fait des suppositions. Mycène n'était-elle qu'un avant-poste d'un monde méditerranéen antique? Evans possède un indice. Il en cherche d'autres. Année après année, il se rend en Grèce, recherchant les traces d'une culture plus ancienne que celle des bâtisseurs de l'Acropole. En 1892, il écrit à sa femme Margaret, en Angleterre, pour lui annoncer une étonnante découverte. Hier, alors que je fouillais la terre en bas de l'Acropole, j'ai ramassé des fragments de vases pré-mycéniens auxquels personne n'avait fait attention. Des indices tentants qui permettent de penser que l'âge d'or de la Grèce avait été précédé d'une époque tout aussi riche, mais totalement ignorée de nos jours. Dans les marchés grecs, Evans cherche d'autres objets antérieurs à la période classique pré-hellénique. Il trouve de petites pierres travaillées de la même manière que celle de la bague portant un poulpe gravé, et découvertes à Mycène. Quand il demande d'où viennent ces pierres, on lui répond qu'elles ne viennent ni de Mycène ni du continent grec, mais d'une île peu connue, la Crète, située à plus de 300 km de là. La Crète, une île magique et légendaire. Sa beauté sans pareille et son puissant roi sont décrits dans l'œuvre d'Homère. Au milieu d'une mer d'un rouge sombre, baignée par les vagues, il est une île appelée Crète qui ravit les yeux. On y trouve de nombreuses villes. La plus grande est Knossos, où le roi Minos gouvernait de concert avec le puissant Zeus. Selon la légende, Zeus, le roi des dieux, s'était métamorphosé en taureau pour enlever la mortelle Europe. Europe donna naissance à 3 fils. L'un d'entre eux était Minos, destiné à régner sur les mers avec la première flotte. Le mystère des bagues cachées et Minos entraîne Evans vers le sud, en Crète. Là, mythe et réalité se rencontrent. Il va pénétrer dans le monde fantastique de ce roi de légende. En mars 1894, l'aventurier anglais Arthur Evans arrive sur l'île de Crète, guidé par l'obsession d'un monde antique qui le hantera le reste de sa vie.
La Crète est une île isolée, déchirée entre les dirigeants musulmans et une majorité chrétienne. À première vue, la gloire passée de l'île n'est pas évidente. Evans trouve ce qu'il était venu chercher. Des pierres gravées comme celles qu'il avait vues au marché d'Athènes. Des pierres précieuses portées par des villageoises comme porte-bonheur. Ces pierres précieuses gravées révèlent qu'il existait ici une très grande perfection artistique. Il est probable que des fouilles pourraient permettre de découvrir des trésors insoupçonnés. L'âge d'or de la Crète remonte bien au-delà de sa période historique connue. Evans passe de l'aventure à l'archéologie. Guidé comme Schliemann par Homère, ses recherches le mènent sur une plaine verdoyante où, selon la légende, se dressait le palais de Knossos. À Knossos même, on savait qu'il existait un ancien site, un site important. Et le nom de Knossos lui-même est bien connu. C'est l'une des plus importantes cités de la mythologie, la plus importante cité crétoise. Il est arrivé ici avec l'intention d'acheter le terrain de cet ancien site, et dès sa première visite, il en a acquis près du quart de la superficie. Sous cette prairie se trouve peut-être la tanière mythique du féroce Minotaure, mi-homme, mi-taureau, la bestiale progéniture de Pasiphae, la femme de Minos. La puissance de Minos était telle qu'il pouvait exiger d'Athènes, afin de calmer sa colère, un tribut de 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles qu'il livrait en pâture au Minotaure. Ceci dura jusqu'à ce que le brave Thésée entre dans le labyrinthe et tue la bête. Evans brûle de commencer les fouilles sur le site de cette histoire sanglante. Mais le seul moyen pour y parvenir, c'est d'acheter ce terrain à son propriétaire. Le marchandage durera 6 longues années. Une période de frustration, aggravée pour Evans par le tourment de la mort de sa femme. Je crois que personne ne peut savoir ce que Margaret a été pour moi. Tout me semble très sombre et sans espoir. En 1897, un autre coup du sort. La population crétoise est en pleine guerre civile. Sur le point de faire une grande découverte, Arthur Evans doit retourner en Angleterre et attendre. Après la guerre, la Crète est indépendante. Les fouilles sont autorisées et les négociations pour le terrain reprennent. En payant le prix fort, je ne peux que rendre hommage à son inépuisable puissance d'obstruction. Mais après maints obstacles et retards de toutes sortes, j'ai enfin pu, au début de 1900, acquérir tout le terrain. Pour l'aider dans les fouilles, Evans fait appel à un archéologue réputé. Pourriez-vous diriger d'importantes fouilles Knossos sous ma conduite? Engagement privé pour 4 mois. 60 livres sterling et toutes dépenses payées. Prise de fonction immédiate. Evans. Duncan Mackenzie va diriger les fouilles.
commençant une association avec Evans qui va durer 30 ans. Pour conserver une harmonie dans cette île divisée, Evans insiste pour que son équipe d'ouvriers soit composée de chrétiens et de musulmans. Le travail effectué à Knossos est un avant-goût de la future coopération entre les deux groupes religieux sous le nouveau régime de l'île. Quelques mois plus tôt, ils échangeaient des coups de feu. Le 23 mars 1900, les fouilles commencent enfin en Crète. Et en quelques jours, ce nouveau siècle découvre la réalité d'une légende de façon spectaculaire. À 49 ans, après des dizaines d'années d'études et de recherches, Arthur Evans trouve une civilisation perdue, plus ancienne que la Grèce classique et plus ancienne que la mystérieuse Mycène. C'est une découverte extraordinaire. Rien de grec, rien de romain. Tout ça remonte à la période primycénienne. Le 5 avril, après seulement 2 semaines de travail, Arthur Evans devient le premier homme, en 3500 ans, à contempler le visage d'un ancien fils de la Crète. Ce n'est ni un grec ni un mycénien. Alors, qui est-il ? Pendant 20 ans, cet érudit anglais, Arthur Evans, a recherché l'origine historique du mythe grec. Et voici qu'il la découvre maintenant sur l'île de Crète. Des murs et des sols, de la poterie d'un style inconnu. Les témoignages d'une mystérieuse civilisation que va examiner scrupuleusement Duncan Mackenzie. Evans a eu la chance que Mackenzie le rejoigne à Knossos, car je ne pense pas qu'Evans avait une bonne connaissance des techniques de fouille sur le terrain. Comment fouiller avec précaution, couche après couche, pour déterminer la chronologie de ce que l'on trouve en creusant. Je crois que la participation de Mackenzie aux fouilles de Knossos a été absolument déterminante. Mackenzie conclut que Knossos a près de 5000 ans et qu'une grande dynastie a régné sur cette terre jusqu'en 1400 avant Jésus-Christ. Puis, elle a disparu. Evans appelle ce nouveau monde Minoen, d'après le souverain légendaire de Crète, le roi Minos. Il a découvert le palais royal d'un empire oublié. Le 13 avril 1900, les ouvriers découvrent cette élégante salle au cœur du palais royal. Pour Evans, c'est la salle du trône du roi Minos. Le trône le plus ancien d'Europe. Evans imagine le palais dans toute sa gloire. Arthur Evans va passer le reste de sa vie à la recherche et à la résurrection de la gloire du monde minoen. Les fresques révèlent un monde de femmes nobles et gracieuses se délassant. D'audacieux jeunes hommes voltigeant au-dessus des cornes de puissants taureaux. Dans ces peintures vivantes, Evans voit revivre le combat légendaire de Thésée et du Minotaure. Dans tout le palais, les images du taureau sacré, symbole de virilité et de puissance, écho des mythes immortels. Mythe des taureaux, de la déesse au serpent,
un palais entièrement consacré à la foi et à ses rites. Je pense qu'Evans avait raison de voir des significations rituelles presque partout. C'est quelque chose qui accompagne le quotidien en permanence. Et si l'on peut comprendre cela, on est à mi-chemin de comprendre ce qu'était vraiment la vie minoenne. Mais Knossos était plus que le temple de la religion des Minoens. C'était aussi leur capitole et le siège d'un vaste empire marchand, entretenant des échanges avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Evans y trouve d'immenses entrepôts remplis de jarres qui contenaient jadis du blé, du miel et des milliers de litres d'huile et de vin. Il se demande si ces grandes pièces creusées dans le sol n'avaient pas une autre raison d'être, plus sinistre. Pour quelle raison a-t-on construit ces fosses murées? Il semble probable que ces pièces souterraines soient en fait les cachots du palais, la salle la plus vaste pouvant servir à enfermer plusieurs prisonniers, les plus petites servant à mettre des détenus au secret. On retrouve peut-être dans la légende de Thésée les échos des gémissements venant des cachots minoens. Le gigantisme de Knossos est stupéfiant. Avec 1400 pièces, il est bien plus grand que le palais de Buckingham et occupe près de 2,5 hectares. Les Minoens avaient même l'eau courante, ainsi qu'un système de tout à l'égout, 1500 ans avant que les Romains ne construisent leur fameux aqueduc. Une merveille du génie antique et des commodités auxquelles certains des compatriotes anglais d'Evans n'avaient pas accès en 1900. Evans pense avoir découvert ici la salle de bain de la reine elle-même. Il se retrouve transporté dans le temps, dans une pièce élégante, raffinée et confortable. Mais pour l'explorateur anglais, la véritable richesse de Knossos n'est pas dans son architecture. Elle se trouve dans une série de tablettes sur lesquelles sont gravés des hiéroglyphes inconnus. Nous avons trouvé une sorte de tablette en terre cuite, en forme de ciseaux de menuisier, brisée à une extrémité, et sur laquelle sont gravés des signes et ce qui semble être des chiffres. Je dois maintenant en avoir près de 700. C'est très satisfaisant, car c'est ce que je suis venu chercher en Crète. Evans identifie deux types d'écriture, qu'il appelle linéaire A et linéaire B. Mais pour les lire, Arthur Evans devra briser leur code secret. Evans est de plus en plus convaincu que c'est à Knossos et non à Mycène que se trouve la civilisation qui annonce la Grèce classique. Une capitale sans mur défensif, un centre de culture, de confort et de paix auquel on accédait par la plus ancienne route d'Europe. Mais les Minoens ont disparu et leurs majestueux palais se sont écroulés. Pourquoi? Pour le savoir, Arthur Evans devra entreprendre des fouilles complètes et étudier les ruines de Knossos, y consacrant toute sa vie et presque toute son immense fortune. Il engagea d'abord 50 hommes, puis 250. En mai 1901, les ouvriers d'Evans déterrèrent l'un des plus extraordinaires vestiges de Knossos. Des blocs de pierre géants qu'Evans identifia comme ayant fait partie d'un imposant escalier. Pendant 4 ans, au prix d'efforts considérables, les ouvriers travaillent à rebâtir l'escalier. Haut de 4 étages, c'est la plus grande merveille architecturale du monde minoen. Evans est convaincu qu'il a ressuscité la plus vieille et la plus brillante civilisation du monde occidental.
La Crète, cette île relativement petite, aujourd'hui à l'écart des voies principales de communication de la Méditerranée, fut en même temps le point de départ et la première étape dans l'évolution de la civilisation européenne. Mais si les Minoens étaient si puissants, pourquoi leur empire s'est-il écroulé? La réponse peut se trouver dans un autre mythe, un mythe de beauté et de terreur. Le monde minoen, inconnu jusqu'au début du XXe siècle, a été découvert sur l'île de Crète. En 1908, Arthur Evans s'est fait construire une magnifique demeure sur le site même du Royal Knossos. Il l'a appelée Villa Ariane, du nom de la fille légendaire du roi Minos. Le labyrinthe de son frère monstrueux, le Minotaure, est maintenant entièrement reconstitué. Cette vaste construction, avec son dédale de corridors et ses passages tortueux, son accumulation de petites pièces et sa longue succession de couloirs sans issue, il y a très peu de doute que cette vaste construction ne soit pas le labyrinthe du Minotaure, de sinistre réputation. C'est là aussi que commence le mythe de Dédale, le maître architecte de Knossos, enfermé par Minos avec son fils Icare dans le labyrinthe. Mais pas pour longtemps, comme nous le révèle la légende. Dédale fabriqua des ailes avec des plumes et de la cire. Il avertit son fils de ne pas voler trop haut, sinon le soleil ferait fondre ses ailes. Mais Icare ne l'écouta pas. Grisé, il s'éleva de plus en plus haut dans les cieux. Il tomba dans la mer et se noya. Les révélations d'Evans étonnent le monde entier. Il a découvert les bases concrètes du plus attrayant des mythes anciens. Mais Evans ne se doute pas encore qu'une autre légende attend d'être vérifiée à Knossos. Arthur Evans a fait renaître une civilisation oubliée. Mais c'est l'écriture minoenne qui l'obsède. Il tentera de décrypter cette langue perdue pendant le reste de sa vie. Mais ces tablettes ne lui révéleront jamais leurs secrets. Il ne se doute pas encore qu'il est sur le point d'être séparé près de 10 ans de sa chère Knossos. Au cours de l'été de 1914, des coups de feu sont tirés dans les rues de Sarajevo. L'archiduc d'Autriche est tué. Bientôt les Balkans, puis toute l'Europe et la Méditerranée sombrent dans la Première Guerre mondiale. Il est impossible de poursuivre des fouilles en Crète. Evans attend la fin de la guerre en Angleterre. Après le conflit, il participa aux négociations au nom des États balkaniques et contribua à créer un nouveau pays, la Yougoslavie. Le monde est de nouveau en paix, c'est seulement en 1922 qu'il peut retourner sur les terres de Minos. Sir Arthur Evans a maintenant plus de 70 ans. Il a été anobli en récompense de ses découvertes. Mais son travail est loin d'être terminé. Il se lance dans l'un des projets les plus controversés de l'histoire archéologique, celui de réaliser un rêve, non seulement de mettre à jour Knossos, mais de la reconstruire telle qu'il l'imagine à l'heure de sa gloire. Duncan Mackenzie est chargé de superviser la restauration. Il a passé beaucoup de temps à réfléchir à cette restauration,
Mais elle ne fut entreprise que par étapes. Il hésitait au début car il voulait en savoir plus sur la manière de la réaliser. Mais il a également été obligé d'attendre l'arrivée sur le marché dans les années 20 du béton armé. C'est alors qu'il a fait preuve d'un enthousiasme débordant pour cette restauration. Le palais de Minos allait être reconstruit conformément à la vision d'Evans sur l'ancien monde minoen. Le projet est audacieux et controversé. Mais Evans est le propriétaire de Knossos. Il est suffisamment respecté et suffisamment riche pour supporter la critique. Il travaille parfois en fonction d'évidences archéologiques et parfois en écoutant son imagination. Il veut que les visiteurs voient Knossos tel qu'il était dans un passé millénaire. Knossos l'Antique renaît, une cité qui régna sur la Méditerranée et qui tout d'un coup disparut. Mais pourquoi? En 1926, Evans pense qu'il a trouvé la réponse quand un puissant tremblement de terre ébranle l'île. Evans y voit la fureur de l'antique idole sacrée des Minoens. Un bruit sourd s'éleva du sol, tel le rugissement enfoui d'un taureau furieux. Quelle incroyable sensation d'avoir entendu de ses propres oreilles le mugissement du Minotaure sous la terre. La restauration a résisté au tremblement de terre. Evans est alors convaincu qu'un cataclysme similaire a dû détruire Knossos en 1400 avant Jésus-Christ. Pour Evans, un mystère a été éclairci, mais l'autre, celui des tablettes minoennes, lui échappe toujours. Après 30 ans d'efforts, Arthur Evans n'a pas réussi à entendre les voix d'un passé toujours muet. Sir Arthur a ressuscité la grandeur de ce monde perdu. Une nuit, malade et fiévreux, il descend le grand escalier. C'est alors que soudain il se retrouve plongé parmi les personnages de ce monde qu'il a sauvé de l'oubli. Dans la douce lumière de la lune, regardant en bas de l'escalier, j'ai vu la pièce s'éveiller à la vie. La force de l'illusion était telle que je voyais passer et repasser devant moi sur les marches le grand prêtre et sa couronne de plumes, de grandes dames gainées, corsetées dans leurs robes à volants, un cortège de prêtres parés de longues étoles, et à leur suite, une procession de jeunes gens élégants et minces. J'avais l'impression que le porteur de coupe et ses compagnons avaient quitté les murs sur lesquels ils étaient peints. En 1935, Evans quitte la Crète pour la dernière fois, disant au revoir à Knossos. L'œuvre de sa vie est terminée. Sir Arthur meurt 6 ans plus tard, convaincu
contesté et irréductible jusqu'à sa mort. Evans avait ramassé des éclats de poterie, des parcelles de mythes et découvert un empire royal. Mais un secret, le secret de l'effondrement de cet empire restait toujours enfoui dans la plus séduisante de toutes les légendes, celle de l'Atlantide. Pendant 40 ans, l'archéologue anglais Sir Arthur Evans s'est efforcé de trouver les vérités historiques derrière le mythe grec. Cependant, deux mystères concernant les Minoens restent sans explication: leur langue et leur disparition. Après la mort d'Evans, un archéologue grec, Spyridon Marinatos, reprit le flambeau. Marinatos trouve son premier indice en 1932. Il creuse à l'emplacement d'un site appelé Amnisos, sur la côte nord de la Crète. C'est une ville décrite par Homère, le poète aveugle, comme étant le port de la cité royale de Knossos. Nous sommes sur le site d'Amnisos, au centre de la côte nord de la Crète. C'est là que Marinatos a découvert cette merveilleuse villa minoenne, surnommée la Villa d'Hélice, d'après ses fresques. À une extrémité du site, il découvrit des grands blocs de pierre taillés qui avaient été déplacés, d'après lui, par un tsunami, c'est-à-dire un raz-de-marée. Et tout autour de ce lieu, on trouve des pierres ponces provenant sans aucun doute d'une éruption volcanique minoenne. Au sommet de la colline, on a même découvert aujourd'hui des morceaux de pierre ponce que seul un raz-de-marée aurait pu y déposer. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle vague aussi dévastatrice? Marinatos a la réponse. À 120 km au nord de la Crète se trouve une île appelée Santorin. Une île autrefois détruite par un cataclysme des centaines de fois plus puissant qu'une bombe à hydrogène. Santorin, un paysage volcanique désolé dont les falaises abruptes sont tout ce qui reste après qu'une effroyable catastrophe eut éventré le cœur de l'île. Marinatos en est convaincu. La catastrophe qui fit disparaître le monde minoen est la même que celle qui est décrite dans la plus fameuse des légendes grecques, celle de l'Atlantide, le continent disparu. Légende narrée par Platon, le plus grand de tous les philosophes. Sur cette île d'Atlantide s'était développée une monarchie exemplaire. Elle régnait sur toute l'île ainsi que sur d'autres îles et sur quelques territoires du continent. Puis vint le temps des tremblements de terre et des catastrophes. Au cours d'un jour et d'une nuit terrible, l'Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Près de 3 siècles avant Jésus-Christ, Platon raconte le mythe de l'Atlantide, soit 400 ans après l'Iliade d'Homère et 1000 ans après la fin du grand empire minoen. Était-ce le fruit de l'imagination de Platon ou ce dernier rapportait-il des faits historiques? Marinatos pense que la légende est la transcription déformée des catastrophes survenues en Crète et dans l'île de Santorin. L'Atlantide, décrite par Platon, offre une étrange similitude avec le monde minoen découvert par Arthur Evans. Platon revient plusieurs fois sur le fait que les habitants de l'Atlantide étaient obsédés par le taureau et sa puissance. Dans les lieux sacrés de la ville, les taureaux évoluaient en toute liberté. Armés de lances en bois et de cordes, les princes les chassaient, mais jamais ils n'utilisaient d'armes en fer. Quand un taureau était capturé, ils l'amenaient jusqu'à une colonne où on le tuait, arrosant ensuite abondamment de son sang les inscriptions de la colonne.
Platon décrit la géographie de l'île, qui ressemble étonnamment à celle de la Crète. Le pays avait la réputation d'être fertile. Il était entouré de montagnes qui descendaient vers la mer. La beauté de ces montagnes était légendaire. Marinatos croit que les Minoens étaient le peuple de l'Atlantide. Il est convaincu qu'il existe un grand secret à découvrir à Santorin. 30 années vont s'écouler avant qu'il ne puisse vérifier sa théorie. En 1941, la guerre éclair menée par Hitler atteint les rives de la Crète. Des centaines de patriotes sont tués. La maison d'Arthur Evans, la villa Ariane, réquisitionnée, devient le quartier général nazi. Puis, à la fin de la guerre, une révolution sanglante éclate en Grèce, interdisant tout travail sur le terrain. Ce n'est qu'en 1967 que Marinatos reprend les fouilles à Santorin. Les fouilles s'effectuent sur un terrain aride dans la partie basse de l'île qui pourrait avoir échappé aux pires conséquences de l'éruption. Presque immédiatement, les ouvriers de Marinatos découvrent des structures qui sont sans aucun doute minoennes. Et puis des poteries peintes dans le style minoen, conservées intactes dans les cendres volcaniques depuis plus de 3000 ans. Les maisons minoennes de Santorin, dont certaines ont 2 étages, sont pratiquement intactes. Les fresques sont parfaitement conservées, révélant tout l'éclat artistique d'un peuple disparu. Parmi ces fresques, l'une des plus connues, celle du garçon au poisson. Contrairement aux peintures murales qui dépeignent la vie de la cour au palais royal de Knossos, les fresques de Santorin évoquent la vie d'une société de marchands. Marchands que l'on retrouve dans l'Atlantide de Platon. Les délicates représentations artistiques de cet ancien village reflètent les rêves de ce peuple de la mer. Une nation de marins et de commerçants, semblable encore une fois au peuple marin de l'Atlantide décrit dans les dialogues de Platon. Leurs navires atteignaient les côtes d'Égypte, de Libye et de Mésopotamie. Des scènes de tranquillité pastorale, de commerce et de combat. Une vie douce, soudainement brisée par l'éruption volcanique la plus destructrice de l'histoire. Une explosion si puissante qu'elle volatilisa littéralement le centre de l'île, créant un cratère de près de 83 km² et qu'elle projeta les rochers et la lave à des centaines de kilomètres. À près de 100 km au sud, sur l'île de Crète, les ports minoens furent balayés par des raz-de-marée. À l'intérieur des terres, des pluies de cendres s'abattirent sur Knossos. Plus rien ne poussa dans les champs, le commerce cessa, l'empire chancela. La population du village découvert par Marinatos s'est enfuie avant le cataclysme. Aucun squelette n'a été trouvé. Mais les archéologues croient qu'il existe sur Santorin
d'autres villes minoennes enfouies sous des cendres volcaniques. Quelque part, il reste encore à découvrir les ossements des victimes, ces Minoens terrorisés, serrés les uns contre les autres, assistant impuissants à la destruction de leur monde. Marinatos poursuit ses recherches sur Santorin jusqu'à sa mort sur le site en 1974. Il est enterré dans une ancienne maison minoenne et repose en paix au milieu de cette Atlantide perdue. Mais il laisse sur Santorin un mystère suffisamment important pour occuper d'autres archéologues pour bien des années encore. Les rivages de la Méditerranée éternelle ont vu naître de puissantes civilisations qui ont ensuite été anéanties. Conquises puis disparues, elles nous ont laissé leur art pour notre plus grand plaisir et leur mythe pour hanter nos rêves. Les pierres des monuments anciens confirment les chants des poètes. Mais chaque nouvelle découverte ouvre les portes d'un autre mystère. L'un des plus grands de tous, celui des tablettes minoennes, va enfin délivrer son secret, grâce à la curiosité d'un jeune garçon de 14 ans. Pendant des décennies, l'érudit anglais Arthur Evans s'était efforcé de déchiffrer 2 formes d'écriture sur des tablettes trouvées dans le palais de Knossos en Crète, sans jamais y parvenir. Mais en 1936, à l'âge de 85 ans, Evans donna une conférence à des écoliers sur les 2 écritures minoennes non déchiffrées qu'il avait appelées linéaire A et linéaire B. Dans cet auditoire, un garçon âgé de 14 ans, Michael Ventris, décida que ce serait lui qui briserait le code. Il s'y efforça pendant 16 ans et réussit. Il déchiffra le linéaire B. Au cours des dernières semaines, j'ai abouti à la conclusion que les tablettes de Knossos et de Pylos devaient après tout être écrites en grec. Un grec difficile et archaïque puisqu'il est antérieur de 500 ans à celui d'Homère et parce qu'écrit dans une forme plutôt abrégée. Mais néanmoins, c'est du grec. Ventris venait de repousser l'aube de l'Occident de 1000 ans en arrière. Les noms sur les tablettes en linéaire B sont ceux de la mythologie grecque. Hector, Achille, Poséidon et Zeus. La preuve que la culture occidentale n'est pas née avec l'Acropole, avec Homère ou avec Platon. Elle a commencé avec les Minoens. En 1956, Michael Ventris est victime d'une mort tragique dans un accident d'automobile, avant qu'il ne puisse décoder l'écriture plus ancienne, la linéaire A. Aujourd'hui, cette écriture n'est toujours pas déchiffrée. C'est une énigme vieille de 4000 ans transmise à ceux qui voudront relever le défi, à ceux qui voudront écarter les voiles qui cachent le passé et explorer les limites du mythe et du merveilleux, là où la vérité rejoint le mystère du temps. Au milieu d'une mer d'un rouge sombre, baignée par les vagues, il est une île appelée Crète qui ravit les yeux.
Puis, comme toujours, une école primaire. L'Égypte éternelle, glissant sur le cycle perpétuel du temps, où la mort s'achève dans un désert hostile, où la vie renaît de la puissance du Nil. Plus de 2000 ans durant, les Égyptiens ont cru que leur mort s'embarquait pour un voyage sacré vers un au-delà merveilleux. Aujourd'hui, leurs monuments sont autant de miracles et de mystères. Pendant plus de 30 ans, sans répit, un explorateur a vécu une odyssée personnelle à la recherche d'un passage vers le passé. Il allait être récompensé par l'héritage le plus extraordinaire que l'ancienne Égypte ait jamais légué. Howard Carter allait découvrir le tombeau de Toutankhamon et contempler le visage du pharaon. Sur le plateau de Gizeh, les puissants pharaons affirment leur majesté grâce à l'une des 7 merveilles du monde, les pyramides. Selon la religion de l'Égypte ancienne, le pharaon n'était pas uniquement un homme et un roi, mais il était également un dieu immortel. Quand il meurt, des vêtements, de la nourriture et des trésors magnifiques accompagnent la dépouille du pharaon dans son tombeau. Non pas par vanité, mais pour l'aider à accomplir son voyage vers l'au-delà. Mais pour certains Égyptiens, la cupidité supplante la foi. Chaque pyramide, aussi bien protégée soit-elle, est dévalisée presque immédiatement. En 1570 avant Jésus-Christ, le site d'inhumation des pharaons se transporte vers des gorges désolées plus en amont sur le Nil. Il sera connu sous le